Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des routes de l'été, avant-dernier rendez-vous, puisque lundi, vous retrouvez également toute l'équipe et à 7h, vous serez en compagnie de Valérie Expert et également Gilles Gansman. Mais pour l'heure, restons ensemble sur nos routes de l'été qui ne vont se terminer que demain à 13h. En l'occurrence, dans un instant, nous allons parler, vous le savez, dans cette émission que j'ai beaucoup aimé vous présenter, qui s'appelle Sud Radio vous raconte vos parcours, Sud Radio se raconte, vous écoute, où vous racontez vos parcours de vie. Et dans un instant, c'est le parcours de vie bouleversant d'une personne qui a survécu à un AVC et qui va venir nous rejoindre pour témoigner de son incroyable renaissance. Et si vous aussi, vous avez subi un AVC ou vous avez entouré quelqu'un qui a été victime d'un AVC, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir témoigner au 0826 300 300. Puis, ensuite, cap sur des vacances insolites avec une nuit pas comme les autres que je vous propose de passer au cœur d'une bulle transparente. Nous allons nous rapprocher de Marseille. Et puis sur notre table de l'été, une fois n'est pas coutume, on va se régaler d'un dessert avec une jeune chef qui travaille dans un hôtel-restaurant exceptionnel à Bandol. Vous l'avez compris, vous êtes bien en notre compagnie. Manu vous attend au standard pour prendre vos témoignages et vos réactions. Et quant à Quentin, c'est lui qui réalise demain de mettre cette émission. Ce sont les routes de l'été avec vous sur Sud Radio. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Victime d'un AVC il y a de cela quelques années, Goldie Laurier a vu sa vie basculer en quelques secondes. Il va venir se raconter sur Sud Radio. Sud Radio vous écoute. L'AVC, évidemment, tout le monde en a entendu parler, Théo Ampillac, mais qu'est-ce que c'est véritablement ? L'accident vasculaire cérébral ou AVC, c'est quand un vaisseau sanguin dans le cerveau s'obstrue ou se rompt. Le terme est reconnu en France depuis la fin des années 90 comme une urgence vitale au même titre que l'infarctus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne touche pas uniquement les personnes âgées. Si l'âge moyen est de 74 ans, un quart des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45. Les spécialistes notent même une hausse inquiétante chez les plus jeunes. Mais comment ça se traduit en chiffres ? Les chiffres, ma chère Laurence, ils sont alarmants puisque chaque année en France, plus de 140 000 nouveaux cas sont recensés, soit un toutes les 4 minutes. Dans 40% des cas, il laisse des séquelles lourdes. La clé, c'est la prévention. Il est conseillé de surveiller sa tension régulièrement, limiter le tabac et l'alcool et bouger régulièrement. Si votre visage se paralyse, si vous constatez une faiblesse d'un bras ou des troubles de la parole, en cas de symptômes, il faut appeler le 15 ou le 112 car face à l'AVC, chaque minute compte. Merci beaucoup Théo Ampillac sur Sud Radio pour ce sujet. Sud Radio vous écoute, c'est cette émission qu'on a partagée ensemble depuis le 4 août où vous venez vous raconter. Goldie Laurier, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes... Allô ? Oui, bonjour, on vous entend bien. Bienvenue sur Sud Radio, Goldie. Ce témoignage, c'est le vôtre. Vous avez été victime d'un AVC sévère à 46 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, alors j'étais pas du tout un cas à risque, parce que sportif, 46 ans, pas de surpoids, une bonne alimentation, enfin tout allait bien quoi. Et malgré ça, j'ai eu cet AVC en effet à 46 ans le 15 avril 2000. Est-ce que vous avez des souvenirs du moment où c'est arrivé ? Alors ce qui est assez surprenant, c'est que d'après les médecins, normalement on ne s'en souvient pas, et moi je m'en souviens. Racontez-nous sur Sud Radio. Alors, bonjour sur Radio déjà. Merci. Je dormais, il était 2h du matin, et je me suis réveillé extrêmement essoufflé, comme si j'avais fait un 200 mètres en un temps record. Et ma femme m'a dit, ne t'inquiète pas, t'as dû faire un cauchemar, rendors-toi. Et moi, je suis très cartésien. Donc, j'analyse la situation, et là, franchement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je lui ai simplement dit, écoute, je ne pense pas que ce soit ça. Mais par contre, est-ce que tu peux me servir un verre d'eau ? J'ai très soif. Et donc, elle m'a ramené un verre d'eau et je l'ai renversé. J'ai pas réussi à le boire. Et de là, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et je lui ai dit une chose qui l'a fait, elle, paniquer. Je lui ai dit, je panique. Et moi, je ne panique jamais, normalement. J'analyse toujours les choses. Et donc, du coup, elle a appelé les secours qui sont arrivés relativement vite. Mais comme nous étions en pleine période Covid, les secours sont arrivés sans médecin. Ils ont constaté, en effet, que c'était un AVC. Et le temps, donc ils ont appelé un médecin. Et le temps que le médecin arrive, j'étais dans le coma. Wow. Et ce coma a duré 1 mois de coma profond.
et 2 mois d'éveil de coma. Donc en fait 3 mois, quoi, parce que en fait l'éveil de coma, il vous réveille doucement, il voit comment ça va, et ça va pas, il vous rendorme, vous voyez. Et moi ça a duré 3 mois. Et ça par contre, alors je me souviens du moment où j'ai eu cet accident. Par contre, les 3 mois qui ont suivi, j'ai aucun souvenir, mais aucun. On va continuer évidemment, Goldie. Merci beaucoup d'ailleurs de nous faire confiance et de vous raconter sur Sud Radio. Vous vous souvenez de la date exacte du coup? Alors c'est le 15 avril 2020. Ah oui, on était carrément dans les 2 mois du confinement du Covid. Ça faisait 1 mois qu'on était en confinement à la maison. Alors, on a la chance, c'est qu'on a une grande maison et on avait un terrain et on avait les enfants, ma belle-mère. Bon, je sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais quand même, elle m'écoute. Si c'était un cadeau, elle me très bien. Vous avez gardé votre humour. Ça, c'est cool. On va accueillir tout de suite Michael Mazigui, qui est chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, nous accueillerons aussi Laurent Monfeugat, qui est vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Avec vous, docteur Mazigui, j'aimerais qu'on comprenne bien ce qui se passe lorsque on parle d'AVC. Concrètement, on en a un petit peu évoqué avec Théo Ampillac, notre jeune journaliste, mais racontez-nous, expliquez-nous exactement ce qui se passe dans notre organisme. Oui, donc là, il y avait un très bon résumé, je vous en remercie. En fait, il y a un problème d'irrigation du cerveau. Donc, il y a des régions du cerveau qui ne vont plus fonctionner de façon brutale. Et c'est pour ça que brutalement, on va avoir finalement des signes qui sont importants à connaître. Ils ont été rappelés. C'est la perte brutale de la mobilité d'un côté du corps, la perte brutale de la parole, la perte brutale de la vision. Et donc, quand on ressent ces symptômes-là, il faut agir en toute urgence, faire le 15, parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones en moins. Et on a des traitements. On a des traitements pour déboucher les artères et pour éviter que le handicap s'installe, pour récupérer du handicap, mais il faut aller très très vite. Et c'est pour ça qu'il faut appeler le 15 et réagir très vite. Et là en l'occurrence, pour le cas de Goldie, c'était pendant le confinement, il l'a dit lui-même, ils ont appelé, les pompiers sont arrivés dans le temps où ils ont pu arriver, il n'y avait pas de médecin, le temps que le médecin arrive, il était tombé dans le coma. Oui, alors malheureusement, c'est vrai qu'avec la période du Covid, c'était une période très très particulière. Maintenant, en France, on a la chance d'avoir une belle organisation avec le SAMU. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait le 15, on appelle le SAMU. Les équipes du SAMU vont préparer, organiser le transport, c'est-à-dire que pendant qu'ils envoient une équipe auprès de la personne, en parallèle, ils vont contacter des services spécialisés pour qu'on puisse accueillir le plus vite possible les personnes et les prendre en charge. Je voudrais revenir avec vous, Goldie, également, parce que vous êtes tombé dans le coma. Le verdict médical était très très pessimiste en ce qui vous concerne. Alors, le professeur pourra le confirmer, mais j'ai fait un AVC du tronc cérébral. Donc, c'est vraiment le centre du cerveau. Et en fait, dans cette partie du cerveau, il y a que des artères. Et moi, j'ai une petite veine qui s'est formée de moins d'1 millimètre de diamètre qui avait décidé de sauter ce jour-là, sans raison particulière. Mais voilà, c'est pas de bol, quoi. Mais en effet, je confirme, on a un super système médical. Nous, on est à côté de Lille et on a le CHR de Lille. Et c'est parmi les plus grosses pointures mondiales en niveau cérébral. À Lille, il y a beaucoup de pointures médicalement, partout en France, mais c'est vrai que la région Hauts-de-France et Lille en particulier. Très reconnu, oui. Très reconnu. Vous avez des séquelles aujourd'hui encore. On va parler de la façon dont vous avez réussi à la renaissance dans quelques minutes, mais est-ce qu'aujourd'hui encore vous avez des séquelles? Ah oui, j'ai encore beaucoup de séquelles, oui. Vous parlez de la vue, j'ai un problème de vue. J'ai une torsion oculaire, c'est-à-dire que j'ai 2 images. Une image droite et une image qui est de côté. Ça, c'est très gênant. Tous les jours, j'ai un problème d'équilibre et la vue n'arrange pas les choses. J'ai une hémidéficience côté gauche, donc tout le côté gauche. Il y a une chose qui est très curieuse, c'est que quand je lève le bras, la jambe ou le pied, enfin bref, peu importe, il faut que j'y réfléchisse, sinon ça ne marche pas. Donc ça, c'est très compliqué. Et un problème de fatigue est importante aussi. Voilà les principaux séquelles, quoi. Michael Mazigui, vous qui êtes chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, donc Goldie nous l'a dit, un AVC du tronc, ça vient du tronc dans le cerveau, là, du tronc, je sais plus comment. Cérébral, pardon, excusez-moi. Et puis ces séquelles dont il nous parle, puisque c'est le cerveau en fait qui n'a pas été irrigué ou que c'est les commandes, le cerveau du corps en fait.
Absolument. Et donc, on voit bien en fait qu'il y a deux niveaux de handicap, c'est-à-dire la paralysie, les problèmes d'équilibre, les problèmes pour parler. Mais un autre point qui a été soulevé, qui est la fatigue. Et là, il y a aussi ce qu'on appelle le handicap invisible, avec des problèmes de concentration, de fatigue. On est un peu à fleur de peau, on s'énerve facilement, on pleure facilement. On peut avoir une dépression, des problèmes de concentration, et on ne fait pas forcément le lien avec l'AVC. Pourtant, c'est une conséquence directe de l'AVC. Souvent, on se dit, ce sont des effets secondaires des médicaments que je prends. Non, c'est la conséquence de l'agression cérébrale liée à l'AVC. On sait, parce que Goldie nous le disait, il avait une vie saine, il était sportif, il ne buvait pas, il mangeait sainement, et pourtant il a eu cet AVC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le témoignage de Goldie sur Sud Radio, dans Sud Radio vous écoute, nous laisserait à penser que nous sommes tous fragiles face à l'AVC, et que c'est pas parce qu'on va avoir une vie de patachon ou totalement déséquilibrée qu'on risque plus que quand on ne l'est pas. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est vrai que les perspectives sont pas très sympathiques. On a une augmentation du nombre d'AVC en Europe. C'est plus de 30% d'augmentation des AVC d'ici 2035. Et en France, d'ici 2050, c'est une augmentation de 70 à 80%. Donc, on a un vrai sujet qui est en partie lié à nos styles de vie, le fait de la malbouffe, le fait de pas faire assez de sport, le fait de fumer du cannabis. Mais c'est vrai aussi qu'il y a toute une partie qu'on n'explique pas dans cette augmentation. C'est pas qu'en France, c'est à l'échelle internationale. C'est pour ça que c'est très important finalement d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de contrôler sa pression artérielle, et puis de connaître les signes de l'AVC pour réagir vite, parce qu'on a des traitements pour sauver du handicap et sauver des vies. Oh là là. Laurent Monfuga, vous qui êtes avec nous, vice-président de l'association AVC Tous Concernés, bonjour. Bonjour. Merci de votre patience, mais c'est vrai que le dossier, et c'est tellement passionnant, malheureusement passionnant, autant l'histoire de Goldie que ce que nous explique le docteur Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Je voudrais réagir avec vous sur cette dernière information que nous a donnée le docteur Mazigui, c'est que d'ici 2050, on va avoir une augmentation exponentielle du cas d'AVC. Vous y êtes préparé, vous ? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, moi, je suis aussi victime d'un AVC en 2018. Alors, moi, il était cérébelleux, donc pas au même endroit, puisque sur une autre partie au niveau du cervelet. Je rejoins tout à fait, j'ai les mêmes séquelles, et comme le disait le professeur, j'ai des séquelles aussi invisibles qui sont parfois pas toujours facile à vivre vis-à-vis des autres personnes qui peuvent nous considérer. Mais tout simplement, quand vous faites valoir votre position d'handicap ou d'handicapé, mais les yeux de l'extérieur sont plutôt, comment le dire, sont plutôt négatifs, parce que pour la plupart des gens, handicap égale fauteuil. Ou des choses physiques. Et quand vous avez été, comme il a été dit, des handicaps liés à la fatigue, à des handicaps liés à de la notion de motricité, mais sans fauteuil, eh bien, on peut ne pas nous comprendre. Laurent, excusez-moi, on va faire une pause et on va essayer de vous rappeler, parce qu'on a une qualité de son avec votre téléphone qui ne va pas servir votre témoignage et votre échange avec nous sur Sud Radio. On s'arrange tout ça. On vous retrouve tous les trois. Goldie Laurier, victime d'un AVC à l'âge de 46 ans. C'était le 14 avril 2020, donc en plein confinement, qui nous raconte un peu sa renaissance. Nous avons aussi Michael Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, et Laurent Monfuga, on va rappeler pour avoir un son plus correct, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Manu vous accueille au standard de Sud Radio pour nous parler de votre propre expérience de vie. Avez-vous vous-même été victime d'un AVC, ou avez-vous accompagné quelqu'un? Avez-vous même peut-être sauvé quelqu'un qui faisait un AVC devant vous? N'hésitez pas, rejoignez-nous. Et vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. On continue à parler de l'AVC avec ce témoignage de Goldie Laurier. Sud Radio vous écoute, c'est actuellement. Merci d'être là. Sur les routes de l'été,
Sud Radio vous écoute. Et nous continuons à parler de ce passage de vie incroyable de Goldie Laurier, victime d'un AVC sévère à 46 ans. Il revient sur Sud Radio avec sa confiance qu'il nous accorde sur son parcours de miraculé. Et pour l'accompagner, nous sommes avec le professeur Michael Mazigui, chef du département de neurologie à la Riboisière, et Laurent Montfeugat, lui-même victime d'un AVC, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Ça nous permet de mieux éclairer le contexte médical, la prévention, puisque comme le disait précédemment sur Sud Radio, Michael Mazigui, à l'aune de 2050, il risque d'y avoir 70% de plus de cas d'AVC qu'aujourd'hui. Je n'ai pas déformé vos propos, docteur Mazigui ? Non, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne connaissance de l'AVC, de ce qu'il faut faire pour le prévenir et comment réagir quand on en est victime. Ouais, et il y a sur Sud Radio, on a beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui se racontent ou qui posent des questions également. Et on a Fréquence qui disait par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs sur cette augmentation exponentielle des cas d'AVC d'ici 10, 20, 30 ans. Est-ce que l'on explique pourquoi on va atteindre ce niveau-là, au-delà, comme vous l'avez dit vous-même, de la malbouffe, puisque vous en avez parlé entre autres, mais est-ce qu'il y a une autre chose qui pourrait expliquer cela ? Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Nous, l'ennemi public numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est quand on va chez le médecin ou chez le pharmacien ou quand on se fait prendre la pression artérielle, il faut qu'elle soit en dessous de 14,9. C'est important de connaître les chiffres. Une pression artérielle normale, c'est 13,8. Voilà. Donc, c'est ne pas fumer, c'est ne pas prendre des drogues comme le cannabis. C'est avoir une activité physique régulière, c'est limiter sa consommation d'alcool. 2 verres par jour au maximum et pas tous les jours, connaître les signes de l'AVC. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'actuellement la science n'explique pas tout. Et il y a une partie de cette augmentation qu'on ne comprend pas très bien et qui fait l'objet de recherches d'ailleurs. Ça pourrait pas être lié à la pollution un peu plus ou à nos vies devant les écrans où il y a une tension supplémentaire. Enfin, je sais pas, je suis très béotienne. Absolument, vous avez raison. Donc ça fait partie de ces hypothèses de recherche pour expliquer cette augmentation en cours et à venir. La qualité de notre alimentation ? La qualité de l'alimentation, c'est manger sainement, c'est équilibré et en effet la qualité, c'est le côté malbouffe qui va contribuer à finalement augmenter le mauvais cholestérol. Et je parlais même au-delà, quand je parlais de qualité de l'augmentation, docteur Mazigui, de tous les insecticides ou tout ce qui est utilisé en agriculture, autant pour je vais y arriver, pour la flore que pour les animaux. Les antibiotiques chez les animaux, enfin, vous voyez, est-ce que il y a des études de fait aussi sur cela ? Donc ça, c'est des champs de recherche qui sont actuellement en cours. C'est vrai que dans d'autres maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, il y a des liens qui ont été clairement établis. Là, c'est des recherches qui sont en cours, absolument. Ouais. Goldie Laurier, donc vous êtes avec nous sur Sud Radio. Vous racontez dans Sud Radio vous écoute ce matin, victime d'un AVC. Vous nous l'aviez dit, vous. Alors super hygiène de vie, sportive. Vous faisiez super attention à ce que vous mangez. Vous fumez pas, vous buviez pas ou très peu, on va dire. Je sais pas. Vous buviez ou pas, Guy ? Un verre de vin de temps en temps avec des copains pour vraiment jeune. Très très léger quoi. Avant de revenir avec Laurent Montfeugat qui est vice-président également de l'association AVC Tous Concernés, parce que j'aimerais aussi savoir ce que fait cette association et en quoi elle vient en aide. Aujourd'hui, comment vous êtes aidé ? Est-ce qu'il y a des rééducations tout le temps, puisque ça fait maintenant 5 ans, un peu plus que 5 ans et quelques mois que vous avez subi votre AVC. Au jour le jour, ça vous impose quoi ? Écoutez, au niveau du suivi, je trouve j'étais très bien pris en main. Je suis allé à l'hôpital Zinguedo, ici à Lille, pendant 1 an en hôpital où je dormais donc là-bas. Après, j'ai fait un an d'hôpital 2 jours où là j'étais rentré à la maison. Et quand je vous parlais de fatigue, à ce moment-là, je dormais 20 heures par jour. Et les 4 heures réveillées, j'étais crevé. Enfin, très difficile à gérer. Mais par contre, j'ai rencontré des gens formidables. Et après ça, je suis actuellement à l'OPRETC. C'est un organisme qui se trouve à Labassé, donc à 20 minutes de chez moi. De Lille. Et de Lille, oui, pardon. Et il y a des gens formidables, vraiment des altruistes qui sont là pour aider et qui sont vraiment d'une grande aide, justement. Donc,
formidable, oui. Dites-moi. Vous êtes positif sur l'avenir, vous pensez que vous allez pouvoir récupérer ce que vous nous expliquez sur la première phase de votre témoignage, tout ce qui vous incombe encore aujourd'hui, la fatigue, l'œil, enfin la vue, certains gestes que vous ne pouvez faire que en réfléchissant en amont fortement à eux? Oui. Alors, sur ça, si vous voulez, je vais le dire quand même parce que j'ai écrit un livre là-dessus pour aider les gens. Ça s'appelle Goldie, l'histoire du miraculé, et ça explique. C'est pas un livre de misérabilisme, hein. Au contraire, c'est un livre d'espoir et qui n'est pas dédié qu'aux gens qui ont fait des AVC, mais les gens qui ont eu de très graves problèmes, leur dire que c'est ce que j'aime mes enfants, avec la volonté, on peut pas tout, mais on peut beaucoup. Donc, il y a vraiment moyen de se relever. Alors aujourd'hui, vous dire que je vais tout récupérer, je suis sûr que non. Parce que je me bats comme un beau diable pour récupérer. Les médecins sont ravis, moi moins, parce que eux trouvent ça formidable. Ils ont du mal à comprendre pourquoi je suis encore vivant par rapport à cet AVC, en sachant qu'il y a moins de 3% de survivants dans ces AVC, à ce niveau-là, et que les survivants il y en a 1 sur 1000 qui est comme moi, quoi. Donc, de leur bouche, il faut que je m'estime heureux, quoi, même si c'est compliqué. Bon, et votre entourage, comment il va? Votre femme, vos enfants? Alors, écoutez, ils ont été formidables. Pour mes enfants, ça a été assez compliqué parce qu'ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont toujours pas jeunes, ils ont 19 et 21 ans. Mais à l'époque, ils avaient 14 et 16 ans. Et donc, ça a été assez difficile pour eux, mais ils ont bien réagi. Et j'ai une femme formidable qui a su être là tout le temps et avoir les mots parfois un peu durs, mais qui étaient nécessaires pour me tenir à flot. Et voilà. Et pour eux, je me suis battu. Et aujourd'hui, je suis assez content du résultat. Et là, ce qui me permet de dire quand je rencontre des gens, parce que je rencontre beaucoup de gens, parce que je fais des conférences aussi, je leur dis, quand je vois des gens qui ont eu des accidents comme moi ou d'autres, je leur dis, ne regardez pas tout ce que vous avez perdu, mais regardez ce qui vous reste et tout ce que vous pouvez faire encore avec. Et on peut en faire beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait. On est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Goldie Laurier est notre invité. Restez avec nous. Je voudrais rebondir sur ce témoignage avec Laurent Monfuga, vice-président de l'association AVC Tous Concernés, parce que lui aussi a été victime d'un AVC, vous nous l'avez dit précédemment. Laurent, j'aimerais qu'on parle aussi du cas des aidants, parce que j'imagine que dans votre association AVC Tous Concernés, vous occupez aussi des aidants. Goldie nous le disait par rapport à sa femme, qu'il remercie, ses enfants. Et voilà, l'entourage aussi subit l'AVC indirectement. Alors, tout à fait. Donc, juste pour présenter vite fait AVC Tous Concernés, c'est une association de victimes d'AVC. Nous sommes dans la région bordelaise et nous organisons différentes groupes de parole pour justement que les victimes d'AVC ne se sentent pas toujours isolées, comme le disait Goldie, parce que en fait, quand ça nous tombe dessus, on a l'impression qu'il y a une injustice. Mais comme tout accident où les gens ont leur vie qui d'un seul coup bascule. Et le fait d'échanger entre victimes permet, sans mettre en doute, sans mettre en diminution tout le travail que font les médecins et les thérapeutes pour nous aider à nous remettre sur pied. Mais les gens les victimes ont ce gros besoin d'extérioriser leurs maux et leur mal-être qui peuvent être physiques ou moraux. Et comme le disait le professeur, aujourd'hui, tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport à l'évolution. Mais effectivement, nous, c'est ce que l'on fait quand on fait des opérations en grand public sur des marchés ou sur nos plages, puisqu'on est en région Aquitaine. La première chose que l'on fait, c'est la prise de tension et la rythmie cardiaque. Oui. Alors, excusez-moi si de temps en temps j'ai la voix qui déraille. Malheureusement, c'est un peu des conséquences de mon AVC puisque j'ai perdu de corde vocale. D'accord. Donc, mais là, la connexion est très bonne. On vous entend très bien, Laurent. Parfait. Donc, si vous voulez, et les aidants, les aidants, comme ça a été dit précédemment, on leur fait subir ce que nous sommes aujourd'hui, en bien et en mal. En mal parce que on a parfois des sauts d'humeur et on s'en veut, et il y a des vies bouleversées aussi familiales. Goldie a eu la chance où toute sa famille est restée autour de lui, mais combien de gens on rencontre dans nos ce qu'on appelle les cafés AVC, qui sont des endroits de causerie, mais où la famille elle est partie, quoi. Aussi bien les enfants que les compagnons, c'est un peu de la, vous
me permettez l'expression, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que vous avez eu ça qui vous est tombé dessus, et ensuite, eh bien, et derrière, il y a le tsunami qui se fait avec des bouleversements. Mais heureusement, on va quand même parler de choses positives. On s'en remet. Moi, je peux m'estimer aussi heureux. J'ai récupéré mon permis après être passé devant une commission médicale. Laurent, par rapport à ce que vous disiez sur la famille et les aidants, vous-même, votre famille est partie ? Pas du tout. Ah. Bien au contraire. D'accord. Donc vous aussi, vous avez été bien accompagné. Je voudrais juste, parce que malheureusement, vous le savez qu'à la radio, on a des obligations de temps. Bien sûr. Et j'aurais vraiment aimé vous garder encore un bon moment pour partager, parce que c'est en partageant les informations que l'on peut sensibiliser et peut-être, ne serait-ce que, même si on aidera une personne à être bien accompagnée, on aura réussi quelque chose de grand. Ça s'appelle le partage. Je voudrais juste une dernière question avec vous, Michael Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. On a oublié d'en parler. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui sont touchés ? Alors en fait, il y a les hommes et les femmes, ils sont pas touchés au même âge, je dirais. C'est vrai que en moyenne, les hommes sont touchés plutôt que les femmes, mais ça concerne les hommes et les femmes. D'accord. Ouais. Okay. Donc oui, absolument. Mais en tout cas, Goldie et Laurent, je vais vous souhaiter avec beaucoup de sincérité tout le courage. En tout cas, vous passez par les ondes de Sud Radio toute mon énergie pour continuer de grandir et puis d'avancer par rapport à cet AVC dont vous avez été victimes tous les deux. Goldie, merci de votre témoignage positif en plus. Hein. Vous le dites vous-même avec votre livre. Rappelez-nous le titre de votre livre. Le livre, c'est Goldie, l'histoire d'un miraculé. L'histoire d'un miraculé. Le combat d'un miraculé. Goldie, le combat d'un miraculé, et on le trouve partout en librairie ? Non, vous le trouvez sur Amazon. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Goldie. Ou en livre ou en e-book, voilà. D'accord, très bien. Et puis embrassez bien de ma part tous les gens des Hauts-de-France que j'aime particulièrement. Ça va faire du boulot, ça. Hein. Ah oui, mais comme ça vous fait encore quelque chose à faire. Là, hop là. Non, j'embrasse vraiment tendrement tous les gens des Hauts-de-France et vous-même, Goldie. Merci. On vous embrasse. Merci, Laurent Monfeugat. Merci à vous de m'avoir invité. Avec bonheur, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. On vous trouve évidemment facilement sur Internet. Merci beaucoup, docteur Mazigui. Merci à vous et merci encore pour cette émission parce que je pense que c'est très important de pouvoir communiquer sur les AVC. Voilà, et on rappelle bien, on prend notre tension assez régulièrement, c'est une première geste à avoir. Absolument, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1, c'est on prend la tension et on retient les chiffres, il faut être en dessous de 14,9, 13,8 ou en dessous, ouais. Très bien. On vous embrasse aussi et merci pour tout ce que vous faites, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, la PHP de Paris, et évidemment un grand câlin aussi de tendresse et de bravo à toute votre équipe médicale et à tous les infirmiers et infirmières qui travaillent à vos côtés, tout autant que tous ceux, aides-soignants et compagnie, qu'on embrasse très fort de la part de toute l'équipe de Sud Radio. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Je voudrais aussi vous donner un rendez-vous incroyable. Ce sera le rendez-vous que nous allons partager juste après midi avec Étienne Klein. Oui, le philosophe sera avec nous. Nous allons parler du temps, la notion que nous avons avec le temps. Et puis, vous savez, ces phrases que l'on connaît bien. J'ai pas le temps, il me manque du temps. Enfin voilà, toutes les expressions aussi dans lesquelles on a mis le mot temps. On court après le temps. On va parler de ces expressions avec Étienne Klein. Donc restez en notre compagnie. Ce sera un très très joli rendez-vous après le journal de midi. Et quant à nous, dans quelques minutes, nous allons nous arrêter à Bandol, à la rencontre du jeune chef pâtissière pour notre table de l'été. Mais tout de suite, je vous propose d'aller dormir dans une bulle près de Marseille. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Vous êtes passionné d'évasion, ça tombe bien, moi aussi. Je vous emmène du côté de Marseille. On va quitter les sentiers classiques pour une escapade inédite. Bienvenue chez l'Attrape-Rêve, un lieu où l'on peut dormir dans une bulle transparente. On va buller, ça va faire du bien. Cette bulle transparente qui est en plus perchée dans une pinette provençale, le temps d'une nuit magique. Et pour nous raconter cette aventure, on va accueillir Geoffrey Taureau. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Membre de l'Attrape-Rêve. Oui. Parlez-moi de ce concept. Comment est né votre projet et pourquoi d'ailleurs avoir choisi ces bulles en mode d'hébergement ? Alors, il est né il y a 16 ans de ça et on a choisi les bulles pour la simple bonne raison qu'on a une grande pinède qui appartient à mon oncle
Et on ne pouvait pas faire de cabane, donc on a commencé par déposer des bulles puisqu'elles sont démontables. Donc voilà, et c'est parti de là. Et donc ce sont des bulles, on va en parler plus en détail, hein, des grosses bulles dans lesquelles je vais dormir. C'est rentrer dans une bulle, c'est buller. Enfin, avec vous, on a plein d'expressions qu'on adore, surtout à quelques jours de la rentrée. Ouais. Alors en fait, c'est une bulle complètement, enfin, ce sont des bulles complètement transparentes. Et vous rentrez dedans, il y a un lit et c'est vraiment pour dormir à la belle étoile sans avoir les inconvénients de tout ce qui est insectes et petits désagréments de la nuit à la belle étoile. On est sur une pinède qui fait à peu près 15 000 mètres carrés. On est à Aloche exactement. C'est ça. Alors ça se dit Allo, mais oui, pardon. on est sur 15 000, il n'y a pas de souci. On est non sur... mais Allo quoi. Oui. Voilà, exactement, Allo. Ça s'écrit Aloche, mais ça se dit Allo. Donc on est sur la commune d'Allo et on est aux portes de tout ce qui est Pagnol. Voilà. Alors, on est pas très loin de la Treille. Si on connaît pas bien Allo, est-ce que vous avez une ville un peu plus conséquente pour qu'on se situe bien? La ville la plus conséquente, c'est Marseille. On est vraiment aux portes de Marseille. Voilà, on est à l'entrée de Marseille et donc la commune se trouve entre Marseille, Aubagne. Je ne sais pas si vous voyez Aubagne. Bien sûr. Et voilà, donc entre les deux et dans les collines de Pagnol avec la grotte du Gros Hibou et tout ce qui est maison de Pagnol de vacances. Après, Pagnol, ça parle quand même. Ouais, carrément, évidemment. Voilà. Mais dites donc, dans des le bulles, château de ma mère, oui. Dans des bulles comme ça, Geoffrey Taureau, j'ai pas trop chaud en plein à côté de Marseille? Alors, en plein été, il fait un peu plus chaud parce que dès le matin, vous êtes debout très tôt. Par contre, dans la nuit, les nuits sont beaucoup plus fraîches. On a la couette toute l'année, nous, dans les bulles. Ah ouais? Ouais. Les soirées sont bien plus fraîches. Après, c'est sûr que si vous êtes en période de canicule, vigilance orange dans le sud, forcément, vous allez avoir un peu plus chaud parce que la température baisse sensiblement, mais ne baisse pas suffisamment. Mais la nuit, on est entre 18 et là, en ce moment, on est entre 18 et 22 degrés. Ah, excellent. C'est vraiment créateur d'émotions. Alors, il y a ces hébergements insolites, évidemment, mais il y a aussi tout l'ensemble parce que là, vous allez avoir vos bulles qui vont être soit en bulles plastiques, ou alors vous avez même des bulles un peu boisées, enfin en bois, j'allais dire boisées, mais comment expliquer? Alors, c'est des cabanes, voilà. Mais parce qu'après, une fois qu'on a eu fait là, c'est une cabane qui est perchée à 5 mètres de hauteur. C'est une bulle de bois perchée à 5 mètres de hauteur. C'est beau. Voilà. Après, il y a des cabanes et des suites. Voilà. Sur le même site. Ce qui est extraordinaire avec la bulle, c'est qu'on dort à la belle étoile, en fait. Protégé de tout et à la belle étoile, et ça, c'est fou. Vous n'avez pas beaucoup de lumière aux alentours, en plus, on peut vraiment voir le ciel. Alors, on a un avantage, c'est que Allo éteint toutes les lumières la nuit à partir de 11h, par souci d'économie. Et donc, à partir de 11h, vraiment, le ciel d'Allo est vraiment noir. Et puis, c'est ouvert toute l'année, c'est ça ? On est ouvert toute l'année, oui. C'est génial. Il y a l'Aquaroom Suite and Spa aussi, parce qu'il faut qu'on en parle. Moi, j'avoue, j'aimerais bien me faire un petit détour chez vous, là, pour 2-3 jours de bulles, de spa et de massage, quoi. Hein, Quentin, mon réalisateur, on va faire ça, hein. Bien sûr. Il faudra venir, il n'y a pas de souci. On est là toute l'année, on est ouvert toute l'année. Et la meilleure période, c'est quand même la période qui arrive, l'automne et le printemps aussi, pour les bulles. Après, les suites et les cabanes, franchement, toute l'année, c'est pas un problème. C'est accessible pour tout le monde, mais Quentin, mon super réalisateur, pose une question pratico-pratique que je n'avais pas du tout réfléchi. Merci Quentin. C'est un homme vraiment pratique. Les toilettes dans les bulles, ça se passe comment? Alors, les toilettes, elles se trouvent dans un espace commun. Elles sont complètement privatives à chaque bulle, mais il faut faire une quinzaine de mètres. Après, on est dans une résidence privée, donc vous êtes chez nous et vous avez 15 mètres à parcourir. Le soir, quand vous arrivez, on vous explique tout, mais les toilettes sont pas très loin. Nous, on a adoré, hein, et notre ami Colin qui m'a trouvé ce séjour absolument insolite avec vous. Ça s'appelle l'Attrape Rêve. Je vais inviter tout le monde à aller voir sur Internet, attrape, A-T-T-R-A-P, rêve, le tiré du 6, hein, rêve au pluriel.com. C'est encore une très bonne idée. Merci à Colin. Et puis, en plus, la région est tellement riche pour aller se balader, découvrir, se promener. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Geoffrey Taureau. Merci à vous
Merci beaucoup et très bonne journée alors. Merci beaucoup. Et puis surtout, là vous n'êtes pas complet pour la saison, fin de saison de septembre. La pré-saison c'est toujours un peu moins complet. Après il y a du monde quand même. Déjà tous les week-ends sont réservés. Donc si vous souhaitez venir en week-end, il faut prévoir au moins 2 mois d'avance. D'accord. Et sinon en semaine il reste quelques places. Ça s'appelle l'Attrape-Rêve. L'Attrape-Rêve et c'est chemin de la Ribassière à Allo, quoi. Mais ça s'écrit A2L-A-U-C-H. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. À suivre. Eh bien, on va rester du côté du sud-est et on va aller se promener à Bandol à la rencontre d'une chef pas comme les autres. C'est une chef pâtissière. On va parler d'un de mes fruits préférés, la figue. Sud Radio, la table de l'été. Et je vous emmène à Bandol. Oui, Bandol. Oh là là, vous entendez les cigales, vous regardez cet environnement absolument sublime. Bonjour, on est à Bandol et je vous propose d'aller rencontrer une chef, attention, pâtissière qui est avec nous aujourd'hui. On est face à la baie des Rennécros. On va parler dessert, on va parler de figues, on va parler aussi de la nectavigne. Bonjour Fleur Ferragus. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du restaurant, la chef pâtissière, du restaurant gastronomique de l'hôtel L'Île Rousse Talazur, qui est ouverte toute l'année. On va le préciser, vous êtes juste fermé une semaine en janvier. J'aimerais que, avant qu'on parle de la figue et de je vais y arriver, la nectavigne, on parle de vous. Vous êtes une jeune chef, une 30aine d'années, c'est ça ? C'est ça, exactement. Votre parcours voilà. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait une reconversion parce que j'ai fait des études de droit, voilà. Sauf que je tournais un petit peu en rond et du coup j'ai réussi à décrocher un stage à Paris chez Pierre Hermé. Ça m'a beaucoup plu et j'ai enchaîné en apprentissage chez eux. Et voilà, après j'ai fait des maisons sur Paris, chez Hélène Darroze, au Mandarin Oriental, au Burgundy. Ensuite, on est descendu avec mon mari en Ardèche. J'ai travaillé pour 3 ans chez Pierre Chauvet, qui est un chocolatier glacier reconnu dans la région. Et enfin, on a eu cette opportunité-là en 2023. Donc, on est descendu en novembre 2023 exactement, sur Bandol, au Talazur Île Rousse. Ouais. Voilà. Vous êtes dans la cuisine, là, en ce moment, Fleur ? Non, je m'en suis éloignée. Ah, parce que c'est marrant, parce qu'on entendait comme des bruits de frichtis, vous savez, ou alors il y a comme un son, comme quand on met... Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas les cigales, mais il y a pluie qui tombe. Et donc, vous entendez la pluie tomber aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'il pleut beaucoup pour vous, là, en ce moment. On espère que ça va être une pluie classique. Fleur Ferragus, c'est votre mari, donc, qui signe la carte. Il est chef, vous travaillez ensemble ? Exactement, oui, c'est le chef exécutif de l'hôtel, oui. Voilà, et vous êtes la chef pâtissière. Alors, pourquoi la pâtisserie d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a plus attiré dans la pâtisserie que la cuisine classique ? Alors moi j'ai mon papa qui est cuisinier, mais avant ça on a pas mal de pâtissières dans la famille et j'ai toujours pâtissé, mais j'en ai jamais pensé à en faire mon métier. Et c'est vrai que quand j'étais en faculté, je passais mon temps à faire des gâteaux pour mes amis. Voilà, comme je vous dis, j'y pensais pas à en faire mon métier, mais à force de tourner en rond, mes parents m'ont dit peut-être que tu devrais y réfléchir finalement. Et voilà, donc j'ai fait mon stage chez Pierre Hermé et vraiment ça a été une révélation. Ça c'est cool. Et je me suis dit, voilà, tu vas t'accrocher et tu vas le faire. Coup de foudre. Alors, je ne regrette pas du tout. Eh ben, nous non plus, et on est ravis de vous recevoir. Fleur Ferragus, chef pâtissière de l'hôtel-restaurant L'Île Rousse Talazur. Je voudrais qu'on parle de votre spécialité actuelle, enfin, en tout cas, ce que vous servez, puisqu'on est encore dans la saison de la figue. Et vous m'avez dit, tiens, je travaille aussi la nectavigne. Et là, je vous ai dit, hier, quand on a préparé notre rendez-vous, mais c'est quoi la nectavigne? Mais qu'est-ce que Oui, la nectavigne, c'est un produit que j'avais jamais travaillé et en fait on travaille avec, on a une personne qui s'appelle Audrey et qui a monté son entreprise qui s'appelle Tagette et Bergamote et en fait elle, son travail c'est de sourcer les producteurs et de mettre en relation les producteurs et les chefs et du coup elle m'a dit tiens j'ai un produit qui est top cette année, elles sont excellentes et donc du coup c'était la nectavigne. Je suis allée me renseigner et en fait c'est un arbre fruitier hybride entre la pêche de vigne et la nectarine blanche. Donc ça a vraiment un goût assez... Vraiment c'est entre les deux fruits et c'est excellent. Ça a vraiment cette couleur pourpre à l'extérieur et blanche de la nectarine à l'intérieur. Et du coup moi je voulais pas dénaturer le produit donc je la sers juste pochée et mondée. On fait un petit confit et on la cuit sous vide également pour prélever le jus.
dont on fait un sorbet et un coulis. Et on la travaille avec du basilic aussi et des pignons de pain. Waouh! Voilà. Ouais, pas mal. Très sympa. Ah oui, alors moi c'est je pas verrais, trop sucré, justement. puisqu'on est à Bandol, je verrais bien un joli vin blanc de Bandol avec modération accompagné avec votre dessert, mais ça c'est mes goûts personnels. D'ailleurs, un blanc que je servirais aussi sur la tarte aux figues que vous nous servez, cette tarte de votre enfance, je sais pas, alors ça c'est mes goûts perso, D'autres préféreront le vin rouge de Bandol, qui est la grande star, ou un joli rosé gastronomique de Bandol, parce que ça fonctionne aussi. Moi je serais plutôt sur le blanc et rosé que le vin rouge. Là, parlez-nous de votre tarte à la figue, et d'ailleurs, qui vous allez vous servir chez qui pour les figues? Alors pareil, on se sert auprès d'Audrey, donc on a un producteur à Soliespont, donc la figue bourge à saute est en AOP, on la prend bio. Voilà, donc chez Joël, et du coup c'est une figue qui est très noire, très typique. Voilà, c'est celle que vous retrouvez sur les marchés, qui est noire, et l'autre c'est la boule d'or. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment vous faites votre tarte? Du coup, nous, voilà, on la travaille de différentes manières. Donc effectivement, j'ai fait une tarte qui me rappelle un souvenir d'enfance, parce que je suis de fin septembre, donc la figue, j'en ai mangé. Et notamment, mon papa me faisait une tarte à la figue et à la noisette. Donc voilà, j'ai voulu la remettre un petit peu à l'honneur et en la retravaillant gastronomiquement. Et du coup, je fais un confit en prélevant la chair des figues. J'en rôtis une entière que je dépose sur cette tarte à la noisette. On sert ça avec des figues fraîches tout autour. Et un sorbet au yaourt de chèvre, pour la fraîcheur, un coulis de ménis et des noisettes et streusel noisettes pour la rondeur et le côté gourmand. Waouh, ben voilà, ça y est, j'ai faim, ça tombe bien. En même temps, on arrive bientôt à l'heure. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Fleur Ferragus. Merci de ce partage. J'ai mes papilles qui sont toutes excitées là. Et j'ai l'eau à la bouche de boire et de découvrir cette fameuse tarte à la figue, mais pas seulement, la cuisine. Rendez-vous pour l'hôtel-restaurant Île Rousse Talazur, où le mari de Fleur est dans la cuisine, et Fleur Ferragus est la chef pâtissière. Elle était notre invitée ce midi dans la table de l'été. À suivre, le retour de l'info. Et je vous rappelle que dans quelques instants, nous recevons Étienne Klein, oui, le philosophe, entre autres. On va parler de cette notion du temps, puisque la rentrée va arriver et qu'il va galoper de nouveau. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Je voulais prendre le temps de dire qu'on allait continuer à être ensemble et qu'on se réchaufferait, que l'on pense à vous qui êtes sous des trompes d'eau du côté du Sud. Merci d'être avec nous. Et oui, Sud Radio continue évidemment les routes de l'été avec un joli programme. Sachez que l'on va parler du temps, et c'est pour ça que je m'amusais à faire quelques petits jeux de mots entre le temps de la météo, le temps de se réchauffer, le temps. Ça sera vraiment ce drôle de compagnon, le temps en termes de temps. On va en parler évidemment avec notre invité Étienne Klein, qui est physicien et philosophe de sciences, auteur de Transport physique, entre autres chez Gallimard, mais pas seulement. Il sera notre invité dans cette première partie de notre rendez-vous. Et puis bien évidemment, à la fin, nous retrouverons Rémi pour ses escapades, nos jeunes journalistes en route vers la rentrée, avec un rendez-vous aujourd'hui consacré au sport pour la rentrée et pour les jeunes élèves, mais pas seulement. Nous, adultes, nous allons aussi pouvoir avoir cette bonne résolution. Et puis nous nous arrêterons du côté des sentiers de l'été dans le Massif central, à la découverte d'un joyeux naturel, les chemins de fées. On en parlera en détail. Mais pour l'heure, allez, prenons le temps. Sud Radio, le dossier de l'été. On court après le temps, on dit qu'il passe trop vite, qu'on manque de temps, mais qu'est-ce qu'on désigne vraiment quand on parle de ce temps-là? Aujourd'hui, pour éclairer cette énigme, nous avons la chance de recevoir Étienne Klein, qui est physicien, philosophe de sciences. Mais qui est exactement Étienne Klein, Théo Ampillac? Étienne Klein, c'est l'une des grandes voix de la vulgarisation scientifique en France, physicien de formation. Il est spécialiste de physique quantique et de cosmologie, chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Il a travaillé notamment sur le temps et les particules. Mais il est surtout connu du grand public pour sa capacité à rendre la science accessible à tous, à la radio, dans des conférences ou à travers ses nombreux livres. Il aime croiser science et philosophie et interroger le sens des découvertes scientifiques sur notre société. Mais depuis quelques années, Étienne Klein est aussi une figure emblématique des médias. Ses prises de parole sur l'intelligence artificielle, le climat ou encore les fausses informations en font une référence incontournable. Bref, Étienne Klein
Klein est le scientifique qui aime nous faire réfléchir. Il a écrit un livre formidable qui s'intitule Transport physique, paru cette année chez Gallimard. Étienne Klein est avec nous tout de suite sur Sud Radio. On va parler avec lui de notre rapport au temps. Bonjour Étienne Klein. Bonjour et merci pour ce portrait incroyable. De notre jeune Théo Ampillac, enfin jeune, un petit peu moins jeune, non, s'il reste jeune, il a encore le temps devant lui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour double raison, déjà parce que c'est nous, Sud Radio, vous avez dit oui, mais aussi parce que vous êtes le référent scientifique d'une très belle exposition sur le temps qui se joue aujourd'hui au Musée de la Poste dans le 15e arrondissement de Paris. Exactement, c'est une exposition qui s'appelle La Fabrique du temps et qui interroge la façon dont les postiers, au cours de l'histoire, ont géré l'entremêlement entre l'espace et le temps qui constitue la trame de leur métier de postier. Alors on est avec vous aujourd'hui parce que à cette avant-veille de la rentrée scolaire, la veille aujourd'hui d'ailleurs c'est la rentrée des professeurs et ça c'est important. Tous les professeurs, instituteurs ont fait leur rentrée depuis quelques jours et particulièrement aujourd'hui et nos jeunes élèves c'est à partir de lundi. On va avoir cette sensation de nouveau alors que les vacances nous ont permis de nous poser un petit peu, de prendre le temps, et bien là de reprendre cette sensation absolument pas très agréable, inconfortable de courir après le temps. Quand on s'est parlé tous les deux, on s'est dit tiens, on va aussi jouer avec ces expressions. Oui, parce que quand vous parlez du temps, ou quand on met le mot temps dans une phrase, comme courir après le temps, ou quand on dit que le temps s'accélère, ou qu'on mesure le temps, en fait, c'est le contexte de la phrase dans lequel on a mis le mot temps qui détermine le sens qu'on donne à ce mot. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps est synonyme de durée. D'autres, c'est le moment tel qu'il advient. D'autres, où c'est la vitesse. D'autres, où on parle de nous-mêmes plutôt que de parler du temps. En fait, on parle de notre rapport au temps sans que ça indique ce qu'est le temps dont on parle. Enfin bref, il y a ce paradoxe du mot temps, c'est que quand on le met dans une phrase, eh bien, on comprend la phrase, mais dès qu'on sort le mot temps de la phrase dans laquelle on l'avait mis, il se transforme en une sorte de mystère, d'énigme. On se demande si c'est une entité physique, quelque chose qui existe objectivement indépendamment de nous, ou bien si c'est simplement un mot, ou bien si c'est une construction culturelle, ou est-ce que c'est une fabrication de notre cerveau. Bref, le problème commence à se poser de façon sérieuse. Vous êtes Étienne Klein sur Sud Radio, entre autres bien évidemment aussi spécialiste de physique quantique et de cosmologie. Qu'est-ce que cette notion du temps ? Est-ce que le temps existe vraiment ? Alors, ça dépend du point de vue depuis lequel on commence à parler. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder la physique, justement. La physique, elle est constituée d'équations qu'on apprend au lycée, puis il y en a d'autres un peu plus compliquées qu'on apprend plus tard quand on est physicien. Il y a celle de la physique quantique dont vous avez parlé, il y a celle de la mécanique, il y a celle pour décrire la gravitation, les équations d'Einstein de 1915, celle de la relativité générale. Et dans ces équations, il y a un truc qu'on appelle le temps, le paramètre T, dont le statut dépend des théories auxquelles on se réfère. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Alors c'est un travail compliqué parce que les équations ne parlent pas d'elles-mêmes, donc il faut imaginer ce qu'elles diraient. Et en général, quand on fait ce travail, on aboutit à la conclusion que notre façon de parler du temps ne rend pas justice à ce que nous savons par la physique du temps. C'est-à-dire ? Donc c'est-à-dire que si on prenait la physique au sérieux, on changerait notre façon de dire le temps. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai entendu dire le temps s'accélère. Une accélération, c'est le changement de la vitesse au cours du temps. C'est une variation de la vitesse. Donc, pour dire que le temps a une accélération, il faut déjà supposer que le temps a une vitesse. Or, c'est quoi une vitesse ? Alors, en termes techniques, c'est une dérivée par rapport au temps. Ça veut dire que, en fait, on divise par exemple, quand on parle de la vitesse d'une voiture, oui, on divise la distance parcourue par la voiture par la durée que met la voiture à parcourir cette distance. Donc, on divise une longueur par un temps. Donc, une vitesse, c'est une division par un temps. Alors, quand vous parlez de la vitesse du temps, c'est quoi le résultat ? Et ça veut dire que vous êtes condamné à dire cette phrase un peu stupide, que le temps est cette chose mystérieuse qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous êtes bien avancé. Hein. En fait, voilà, le temps n'a pas de vitesse. Et pourtant, on parle comme s'il en avait une.
parce que en fait, on confond le temps avec ce qui se passe dans le temps. On confond le temps avec les phénomènes temporels. Et donc, quand le rythme des activités, de nos activités s'accélère, on pense que c'est le temps lui-même qui s'accélère, alors qu'il n'a absolument rien à faire de ce qu'on fait au cours du temps. Mais du coup, il y a aussi le temps philosophique. Est-ce que c'est pas une illusion? Enfin, on peut partir sur tellement de... Ah bah oui, on peut partir dans toutes les directions. Hein. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que le mot temps, il est victime d'une polysémie tellement vaste que finalement, on peut quasiment en dire ce qu'on veut, en effet. Mais on se comprend, c'est ça qui est le truc, c'est que, par exemple, si vous lisez un livre de Saint-Augustin, Saint-Augustin, c'est un penseur du IVe siècle après Jésus-Christ, donc ça fait longtemps. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions. Dedans, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps. Vous lisez ce texte, qui a été donc est écrit il y a 16 siècles. Quand vous le lisez, vous comprenez. Vous comprenez tout ce qu'il dit. Et c'est bizarre parce que entre Saint-Augustin et nous, il y a eu des gens comme Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps. Et donc si on avait tenu compte dans notre façon de penser et de parler de ce qu'on a appris sur le temps, le langage aurait été tellement transformé qu'on ne pourrait plus comprendre Saint-Augustin. Et en fait, il parle comme nous, ou plutôt, c'est nous qui parlons comme lui. Ça veut dire que notre façon de parler du temps n'évolue pas, et elle n'est pas modifiée par les nouvelles connaissances qu'on acquiert sur lui. C'est-à-dire que depuis des centaines d'années, nous avons on se répète, nous avons la même notion. Ouais. Et là, pour le coup, ça pose question. Oui, parce que par exemple, moi je me souviens, on m'avait demandé de parler à des élèves, parce qu'on parle de la rentrée scolaire là, des élèves de 10 ans, je crois qu'ils étaient en CM2 ou en 6e, et j'avais essayé de recueillir les questions d'enfants sur le temps, pour voir comment répondre à leurs interrogations. Et il y a une petite fille qui m'a dit, mais monsieur, on dit que le temps passe, mais à force de passer, il devrait finir par s'user. Oh, c'est beau. Oh, c'est une question géniale. Oh, c'est beau. C'est une question géniale. Oui, c'est génial. Et en fait, on dit que le temps passe. Ça, c'est la formule qui est presque une ritournelle. Mais vous voyez bien que, en fait, pour un physicien, le temps, c'est un truc qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. C'est-à-dire que, alors qu'on associe le temps au changement, la physique vous dit, le temps, c'est un truc qui change pas. Ce qui change, ce sont les instants. Mais tous les instants, bien qu'ils soient différents, ont le même statut physique. C'est-à-dire que leur nature, si vous voulez, n'est pas affectée par le temps qui passe. Tous les instants sont désignés de la même façon. Vous voyez, on peut faire comme ça, fabriquer des paradoxes à l'infini. Et dès qu'on se met à réfléchir, alors là, il y a de quoi s'occuper un petit moment, parce que la notion de temps continue d'être une énigme. Et puis après, on pourrait aussi, comme nous le dit Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio, on pourrait aussi, que pensez-vous de certains qui prétendent pouvoir voyager dans le temps? On va revenir sur tout ça, si vous le voulez bien. Étienne Klein, vous qui êtes notre invité sur Sud Radio, et vraiment encore un grand merci. Je peux vous dire que toute l'équipe là qui est dans le studio, Manu, même moi, c'est, je crois, l'émission où j'ai moins parlé, où je parlerai de moins, c'est tellement on écoute. Il y a également Quentin qui est avec nous à la réalisation. Quand on a préparé ce rendez-vous, Étienne Klein, puisque vous êtes le référent scientifique de cette exposition sur le temps de la Poste, vous m'avez dit, Laurence, souvenez-vous, il y a quelque temps encore de cela, eh bien c'est la Poste qui fixait le temps avec le cachet de la Poste faisant foi. Et là, je ne savais pas, je vous ai dit, mais pourquoi? Racontez-nous cela avant la pause. Dans le passé, toutes les villes n'étaient pas à la même heure. Hein. L'heure n'était pas synchronisée comme elle est aujourd'hui. Donc il y avait une heure pour Nantes, une heure pour Lyon, et donc il fallait trouver un moyen il fallait que le cachet de la Poste fasse référence d'une façon qui ait la même signification pour tout le monde. Et donc ça demandait des innovations techniques qui sont racontées dans l'exposition. Et dont le fameux cachet, la Poste fait foi. Et souvent, il a duré, et encore maintenant, pour ceux qui font leur déclaration d'impôt, vous savez qu'ils les mettent encore en papier dans la boîte aux lettres. C'est jusqu'à tel jour, telle heure, minuit, la Poste, le cachet de la Poste faisant foi. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Étienne. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Vous le voulez bien? Avec plaisir. Vous avez le temps? Avec plaisir. Oui, j'ai la durée. Voilà, prenons la durée de rester ensemble pour ce rendez-vous dossier de l'été, pour parler du temps avec notre invité Étienne Klein qui est avec nous. Étienne, physicien entre autres, mais aussi philosophe, chercheur au commissariat de l'énergie atomique, et on prend la durée
de parler du temps. Je fais attention. La liberté, La même, je dirais même la liberté. On prend la liberté. Le temps veut dire liberté parfois. Ah, j'ai on en le temps, parle. ça veut dire j'ai le temps, ça veut dire j'ai la liberté. Ah, tiens, on en parle dans quelques instants. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et nous sommes en compagnie d'Étienne Klein, qui est notre invité, physicien, philosophe, entre autres, et pas seulement. Nous évoquons la notion du temps dans ce dossier de l'été, car nous avons eu envie, avec l'équipe des routes de l'été, d'en parler à l'avant-veille, on va dire, de la rentrée. Et quand je dis avant-veille, c'est 3 jours avant. C'est effectivement, là aussi, il y a une notion de temps, car nous sommes aussi gérés dans nos vies par des calendriers. Étienne Klein, vous êtes avec nous. Vous avez dit juste, il y a de cela quelques instants avant que l'on parte en pause radiophonique, que lorsque l'on dit je prends le temps, en fait ça veut dire je prends la liberté. C'est-à-dire que le mot temps est synonyme de beaucoup d'autres choses dans notre quotidien de langage. Oui, quand je dis je n'ai pas le temps, ça veut dire que je n'ai pas la disponibilité pour faire ce qu'on me demande. Mais en fait, quand on dit ça, parfois on ment, c'est-à-dire que on dit ça pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, quand je dis je n'ai pas le temps, ça peut vouloir dire j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce qu'on me demande. Quand je dis également je perds mon temps, là il y a une autre idée. C'est est-ce que ça sous-entend que ce temps nous appartient, qu'il nous est compté? Ça voudrait dire que de temps en temps on le possède et de temps en temps il nous échappe. Mais en fait c'est toujours l'idée que le temps dépend de nous. En fait, pour un physicien, le temps ne dépend pas de ce qu'on fait nous en tant que sujet dans le temps. Je sais pas si vous voulez qu'on parle de relativité d'Einstein. Allez, allons-y sur Sud Radio. Moi j'adore. Alors souvent quand on résume la théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité, en disant le temps a une vitesse d'écoulement qui dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Bon, ça induit des contresens parce que d'une part, le temps n'a pas de vitesse, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis on a l'impression, quand on a cette phrase en tête, que si par exemple je quittais la Terre dans une fusée très rapide, voilà, moi je suis avec vous, nos heures sont les mêmes sur nos montres sont synchronisées donc, et moi je pars dans une capsule à très grande vitesse. Et j'emporte avec moi ma montre et puis des livres. Alors quand je suis ici, le temps qu'il me faut pour lire un livre, c'est à peu près 2 heures. Et j'emporte avec moi donc dans cette fusée des livres de même taille. Et je me dis, compte tenu de la phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis en déplacement dans l'espace, dans cette fusée. Donc le temps qu'il me faudra à ma montre pour lire un livre sera différent de 2 heures. Ça sera soit plus, soit moins. Si je fais l'expérience, je trouverai 2 heures. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a un contresens qui est induit par cette phrase. En fait, le mouvement est comme rien, comme disait Galilée. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Par contre, la différence entre Einstein et Galilée, c'est que Galilée dira, quand je reviens du voyage et que je compare l'horaire indiqué par ma montre à l'horaire indiqué par votre montre, je trouverai le même résultat. C'est-à-dire que mon voyage aura permis à nos montres de rester synchronisées. Mais Einstein dit, non, quand moi je rentrerai de ce voyage, que je reviendrai sur Terre, vous serez tous morts. Non, oui, non pas parce que j'aurais vécu plus longtemps que vous. Vous allez vivre 100 ans tous. Mais parce que mon temps à moi, ce qu'on appelle le temps propre, mon temps à moi, ce sera désynchronisé du vôtre. En fait, quand je me déplace dans l'espace, je ralentis la vitesse avec laquelle le futur arrive. Wow. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui, je pense. En tout cas, pour moi, je vous ai suivi totalement. Maintenant, je vais demander. Alors, pour que ça marche, il faut quand même aller vite. C'est pas en faisant un footing. Non, bien sûr. Voilà. Oui, c'est clair. Il faut aller à des vitesses qui soient non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, ça peut aller effectivement dans le sens de beaucoup qui font de la recherche de voyager dans le temps. Oui, alors ça, c'est une expression dont il faut se méfier parce que pour voyager dans le temps, vous voyez bien qu'il faut 2 temps. Eh oui. Il faut le temps du voyageur temporel, son temps à lui, et puis le temps dans lequel il voyage. Si ces 2 temps sont confondus, il n'y a plus de voyage dans le temps. Ou alors, si je dis que là, on va tous vers demain, par exemple, on peut dire que c'est un voyage dans le temps, d'une certaine façon. Bien sûr. Mais en fait, là, il y a des principes de physique très, très puissants que je ne vais pas détailler, mais en fait, vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre. Vous ne pouvez pas choisir librement la position que vous occupez dans le temps, dans votre temps à vous.
Par contre, vous pouvez vous désynchroniser du temps d'un autre. Vous pouvez voyager dans le futur de quelqu'un, d'une certaine façon, à la condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller très vite dans l'espace. Ouais, c'est ça. Alors rien à voir avec les moteurs de temps, les moteurs 4 temps. Hein. Non, non, excusez-moi, c'était trop facile. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Merci beaucoup. Le temps de la science et de la philosophie sont donc un peu contradictoires. Je dirais pas qu'ils sont contradictoires, mais je dirais moi que la physique a produit des résultats, a fait des découvertes à propos du temps qui viennent modifier l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Et donc je pense que c'est intéressant d'expliquer ce qu'on a découvert sur le temps en physique pour que notre façon de le penser soit modifiée en tenant compte de ce qu'on sait. D'accord. Si vous prenez par exemple les grandes découvertes qui ont été faites en physique ces dernières décennies, moi j'en vois deux. La première, c'est en 2012, on a découvert une nouvelle particule élémentaire qui s'appelle le boson de Higgs en 2012. C'est une particule qui avait été prédite en 1964, donc 48 ans avant qu'elle soit découverte. Et c'est quoi cette particule c'est une particule qui est responsable du fait que les autres particules ont une masse non nulle. Alors attendez, donc, on va aller tout doucement là, Étienne. C'est une particule, parce qu'on n'a pas entendu la fin de la phrase. Alors, en fait, cette particule, elle est associée à ce qu'on appelle un champ quantique, dans lequel baignent toutes les particules élémentaires, hein, les électrons, etc. Et c'est l'interaction entre les particules et ce champ qui leur donne leur masse. Okay. Donc cette particule, elle est responsable de la masse non nulle des particules élémentaires. Or, pour avoir un temps propre, il faut avoir une masse non nulle. Donc cette découverte, elle a à voir avec la question du temps. C'est ça que je veux dire. Et bien sûr. Et donc il faut en tenir compte, si on est sérieux, quand on s'intéresse à la question du temps. Et puis en 2015, souvenez-vous, 2016 plus exactement, on a détecté pour la première fois ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Oui. C'est Einstein qui avait prédit ça un siècle avant, en 1916. En fait, c'est des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et donc là, on a un phénomène dans lequel c'est l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire le contenant de l'univers, en quelque sorte, qui se met à vibrer au passage de cette onde. La distance entre deux points est modifiée par l'onde qui traverse l'espace. Oui. Et puis, si vous avez deux mondes qui sont synchronisés, à une certaine distance l'une de l'autre, au passage de l'onde, elles se désynchronisent. Donc on apprend des choses sur le temps grâce à la physique. Et une des motivations de mon travail, disons, c'est de faire en sorte que ces découvertes soient prises en compte dans notre façon de penser le temps. Et alors là, il s'agit pas de changer nos façons de parler, hein, on va pas modifier le langage. Oui. Mais quand on parle, de réfléchir à ce qu'on dit un peu plus pour s'amuser. Parce que ça engendre souvent des paradoxes. Et puis il y a autre chose, du coup, c'est même par rapport à nos cultures, j'imagine. Y compris sur cette propre planète, avec les cultures différentes que nous avons et ce rapport à ce qu'on appelle le temps. Oui, alors en plus, le mot temps n'a pas existé dans toutes les langues initialement. Hein. Et oui. Donc c'est pas une pensée obligatoire, on n'est pas obligé d'inventer le mot temps. Il y a des cultures en effet qui se sont contentées de la notion de processus, de passage, de temporalité. Et oui, que nous on a tendance à associer au temps des adjectifs. On parle d'un temps, vous-même vous avez parlé d'un temps philosophique, on parle d'un temps subjectif, d'un temps géologique, d'un temps cosmologique. Bref, on parle comme s'il y avait autant de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels. Comme si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Alors moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut essayer de défaire cette association, parce qu'elle peut être trompeuse. Pour juste... Parce qu'on arrive tout doucement, il nous reste encore facilement 3 minutes, hein, et puis j'aimerais vous garder tout le temps. Mais la fin de l'émission, c'est pas la fin des temps quand même. Non. La fin des temps, qui était d'ailleurs un très joli livre de Barjavel, je crois, non? Oui. Oui, il me semble. Juste pour revenir sur cette notion pour la rentrée, en tout cas, et c'est pour cela aussi que j'avais eu envie de vous recevoir, c'est que on va tous d'un seul coup avoir la sensation que tout se réaccélère. Et toujours par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, en fait, juste prendre le recul nécessaire et de se dire que le temps, effectivement, est sans doute une création telle qu'on le vit dans nos vies, un peu dans tous les sens, une montre à la main, un téléphone portable où on regarde toujours l'heure, etc. Le philosophe que vous êtes, au-delà du physicien, j'ai pas envie de parler de conseils, mais
outils vous pourriez nous donner pour... Vous êtes d'accord avec moi que le temps se fiche complètement de la rentrée scolaire, hein, ça va pas le changer. Par contre, la rentrée scolaire, elle va modifier notre rapport au temps, notre rapport personnel. Parce que des contraintes vont apparaître, des contraintes d'horaire, il faudra être présent à l'heure des cours pour les élèves. Donc ça contraint l'emploi du temps. Et quand il y a beaucoup de contraintes, on a l'impression d'être débordé par ces contraintes. Et parce qu'on a l'impression d'être débordé, on a l'impression que c'est le temps lui-même qui s'accélère. Alors qu'en fait, c'est le rythme des contraintes qui s'imposent à nous qui semble trop fort et on n'arrive plus à suivre en fait. Et d'ailleurs, quand on est débordé, ça peut donner un sentiment d'importance, on se sent important parce qu'on est débordé. Mais quand on l'est trop, ça peut conduire au burn-out. Donc moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que, en tout cas, dans mes souvenirs, lorsque j'étais élève, je faisais l'effort d'être attentif à ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire, l'agissement des professeurs, je me contentais de tenter de les écouter, de ne pas me laisser distraire. Et aujourd'hui, comme les jeunes, vous l'avez dit, ont des téléphones portables, leur attention est constamment captée par des sollicitations diverses. Et la concentration, c'est-à-dire le fait d'être dans le présent entièrement, sans se laisser déborder par un projet, par un regret, par une sorte de signal qui viendrait de l'extérieur, d'essayer de se concentrer, c'est-à-dire d'être là où on est complètement, sans aucun dérivatif. Être dans l'instant en un seul mot. À l'instant, c'est difficile. Moi, je parle tout simplement de présent. D'accord. Le présent, contrairement à l'instant, il a une certaine durée. Un instant, il a une durée nulle. Donc, être présent à l'instant, c'est quand même une activité psychiquement difficile. Mais présent. Au présent, c'est déjà pas mal. Comme un alpiniste, un alpiniste, quand il gravit une paroi, mais il est complètement présent au présent. Il est pas en train de penser à ce qu'il va manger à midi. Il est concentré. Il y a une sorte de centration dans le présent qui en fait est assez jouissive. En tout cas, ça a été... je vais pas dire assez jouissif parce que c'est vous qui l'avez dit, ça pourrait être mal perçu, mais un vrai bonheur que vous ayez pris le temps, donc la liberté d'être avec dans la durée. La durée aussi, dans la durée, d'être avec nous sur Sud Radio. Étienne Klein, merci beaucoup. Et je rappelle donc votre livre qui est paru cette année chez Gallimard, Transport physique. Surtout, on vous retrouve un peu partout et c'est un bonheur pour nous de prendre ce temps d'être avec vous. Et puis, on vous retrouve aussi à travers l'exposition sur le temps qui se joue actuellement. C'est au musée de la Poste, qui est un très beau musée que j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est un musée qui est extraordinaire et qui nous offre le temps de revoir le patrimoine de la Poste, mais aussi toute autre chose. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. Merci et bonne journée à tout le monde. C'était un bonheur partagé en tout cas. À suivre dans notre rendez-vous, on va se promener sur un sentier de l'été. Nous serons dans ce présent d'être sur Sud Radio pour aller à la découverte de la cheminée de Fée. La cheminée des Fées, c'est dans le Massif Central. À tout de suite. Et nous voici arrivés dans la dernière demi-heure des routes de l'été. Nous avons rendez-vous d'ailleurs juste après le journal de 13h.